Bonjour, c'est Morgane Soularue. Dans ce nouvel épisode de Raconte-moi Rennes, je vais vous parler virus. Car la Covid-19 n'est pas le premier à avoir empoisonné l'atmosphère rennaise. Entre peste noire et choléra, ce récit vous plongera dans les heures noires de la capitale bretonne. La Covid-19 a tué 50 000 personnes en 2 mois sur le territoire de Rennes Métropole. Ne paniquez pas, l'information est fausse. L'historien Alain Croix a simplement transposé à la période actuelle le pourcentage des pertes subies lors de l'épisode de peste de 1597, la plus grave crise sanitaire jamais connue à Rennes. En 2 mois, 12 à 13% de la population a été décimée. Pour les épisodes pandémiques classiques, les taux de mortalité tournent autour de 2%, un chiffre déjà considérable. Une manière de montrer que la pandémie de Covid-19 est sans commune mesure avec les épidémies dévastatrices des XVIe et XVIIe siècles. Grâce à la qualité exceptionnelle des archives municipales et du Parlement de Bretagne, il est quasiment possible de suivre les épidémies à la trace à Rennes. Comment ces épisodes de crise furent-ils interprétés au fil des siècles ? À quel virus les Rennais durent-ils survivre ? Rentrons sans plus attendre dans la ronde macabre des épidémies rennaises. La simple évocation du nom de la peste suffit à réveiller les fantômes les plus effrayants du passé, surtout quand celle-ci est dite noire. Paré de ses plus beaux pustules, le virus diabolique s'est régulièrement invité à la table des Rennais pour leur rapporter des bubons au XVIe et XVIIe siècle. De 1582 à 1585, de 1588 à 1602, en 1605, de 1607 à 1617, puis de 1624 à 1632. Des épisodes répétitifs et caractéristiques d'une situation endémique. La peste est alors un mot générique avançant masqué. On ne sait pas s'il s'agit bien d'elle dans la mesure où les symptômes ne sont pas toujours décrits. Arrêtons-nous quelques instants sur un matin de l'hiver 1624. Le jour s'est levé et l'effroi saisit une femme de chambre. Madame est morte, emportée par la peste, implacable et cruelle. De gros bubons noirs, pourrissant le sang, étaient apparus sur son corps, la promesse d'une issue fatale. La peste, cette vieille connaissance, se rappelait aux mauvais souvenirs des Rennais. Pendant 8 années de malheur, elle va à nouveau ravager Rennes. En 1505 déjà, lors d'un trop-braise, la duchesse Anne avait évité la cité bretonne par crainte du bacille et ce dernier n'avait cessé de sévir par la suite au rythme de parenthèses infernales. Avec à chaque poussée de fièvre la même panique. Le Parlement quittait Rennes pour une contrée plus hospitalière et l'on prenait à dose homéopathique quelques mesures d'hygiène. Curage des fossés, évacuation des prisons encombrées, interdiction de laisser les pourceaux errer dans les rues, fermeture des écoles et des tavernes, ou encore sanctions contre les malades s'échappant de leur maison cadenassée. Votre ville est mise en quarantaine. Puis les parlementaires revenaient avec l'accalmie. Lors de la peste de 1605, 500 malades avaient déjà été hospitalisés dans de nouveaux bâtiments de la Croix-Rocheron. On aurait pu penser la messe dite, mais voilà que les pustules poussaient à nouveau sur la fleur du mal. Première d'une longue liste de victimes à venir, Madame est à peine froide que déjà la rumeur court et échauffe les esprits. On évente et désinfecte sans tarder les maisons par de grands feux pour chasser l'air impur et les mauvais esprits. En 1626, la police prend des arrêtés draconiens pour prévenir la contagion. Défense est faite à la veuve d'un pelletier de toucher à ces vieilles hardes et de les éventer sous peine de mort. Un cadenas est posé sur la maison d'un mort et on interdit l'accès à la ville aux habitants des paroisses infestées. C'est Vitré, et non Rennes, qui accueillera la réunion des États de Bretagne. En 1627, une procession générale dure 3 jours dans une communion d'habits de cérémonie en présence de tous les corps judiciaires et militaires. Mais la peste ne part pas. Le 12 octobre 1632, un membre du clergé suggère enfin l'idée d'un vœu à Notre-Dame de bonnes nouvelles en échange de la fin de l'épidémie. Miracle divin ou heureuse coïncidence, la peste s'enfuit le jour même et il faudra 2 ans à l'orfèvre parisien La Haye pour transformer le vœu en une statue bien réelle et extrêmement détaillée.
La pièce est livrée le 8 septembre 1634. Elle représente la ville de Rennes, avec ses murs, tours, portaux, églises et édifices notables. Une image de Notre-Dame s'élevoit par-dessus, estendant la main sur le couvent de Bonne-Nouvelle, son petit Jésus donnant la bénédiction à la ville, le tout du poids de 119 marcs, soit 20 kg 1, le prix du salut. Le lendemain, une nouvelle procession se dirige vers l'hôpital de la Santé, où l'évêque célèbre une messe pour les défunts. Les clés de l'hôpital et celles des maisons des morts pestiférés sont déposées au pied de l'image de Notre-Dame. Pendant les 4 jours de solennité, l'affluence d'étrangers à la ville est si grande que le pain finit par manquer. Vaincue en 1660, la peste va laisser la dysenterie régner au XVIIIe siècle. Heureusement pour Rennes, ce virus lié à la mauvaise qualité de l'eau va essentiellement toucher les campagnes et épargner les villes. Ces dernières pourront malgré tout être ponctuellement touchées par des épisodes de typhus laissés dans leur sillage par les soldats infestés de poux. La grande peur du 19e siècle s'appelle le choléra. Le choléra s'est abattu sur ce pays. Il n'y a plus ici ni courrier ni voiture de poste. Les routes sont barrées. Mais les autorités publiques s'en préoccupent peu dans la mesure où celui-ci touche essentiellement les plus pauvres. Enfant de la promiscuité, né dans la fange des logements sordides, le virus fait de la politique, à l'image de ces chiffres concernant un quartier de Nantes touché par le choléra. 1 journalier sur 12 y avait été emporté par la maladie. Pour les propriétaires, le ratio est de 1 sur 2000, soit 160 fois moins. Et la grippe américaine ? Le virus n'a rien à voir avec les slogans « US Go Home », visibles au lendemain du débarquement en Normandie, mais tout avec cette grippe apparue dans les camps de l'armée américaine après 1914-18, et devenue espagnole pour des raisons diplomatiques. Ce virus est l'un des derniers à avoir empoisonné la vie des Rennais. Dans la capitale bretonne, la dernière campagne de vaccination de masse concernera la variole et aura lieu en 1955 suite à la découverte d'un cluster à Vannes. Décembre 1954. Un militaire de 30 ans rentre d'Indochine. Quelques jours plus tard, son fils de 18 mois souffre de fièvre. Il est recouvert de boutons. Les médecins s'interrogent. Et si c'était la variole ? L'un d'entre eux, le docteur Guy Gross, effectue lui-même des prélèvements pour en avoir le cœur net. Quelques jours plus tard, ses craintes se confirment. Le virus est à Vannes. Il faut tout faire pour enrayer l'épidémie. On aurait pu croire l'histoire finie, mais nous le savons désormais, les pandémies n'ont pas dit leur dernier mot. L'histoire nous enseigne en revanche que ces différents mots ont appelé les mêmes remèdes. Les mesures adoptées par le passé sont largement reprises aujourd'hui, confirme l'historien Alain Croix. À commencer par la solution du confinement systématiquement mise en place. Il s'agit alors d'isoler la cité intramuros de l'extérieur. Le cordon sanitaire vise surtout les mendiants qui viennent chercher secours en ville. Le bal incessant des paniers de victuailles montant et descendant des étages le long de cordes rappelle la chance pour les malades aisés de pouvoir être soignés à domicile. La réalité est plus sombre pour les miséreux, transférés et enfermés dans les maisons de santé, notamment vers Clenay. Anecdote éclairante et renvoyant au débat actuel sur l'efficacité du port du masque, tout le monde pense alors que le bacille de la peste, et donc la colère divine, est transporté par l'air. Les riches ont également l'option du repli dans leur résidence secondaire. On assiste à chaque crise à des épisodes massifs, au point que le sénéchal de Rennes proposera de condamner à mort les conseillers municipaux et les parlementaires tentés par l'exil. On ne plaisante pas avec la désertion de postes. Côté commerce et manifestations publiques, notons le transfert des marchés hors de la ville, la fermeture des tavernes, l'interdiction des bals et danses publiques, des arbres de mai, des concours de tir à l'arbalète ou des représentations théâtrales. L'histoire se répète donc, même si l'on peut distinguer quelques différences notables avec la période actuelle. La création d'hôpitaux spécialisés, au XVIe et XVIIe siècle, n'a par exemple pas d'équivalent aujourd'hui, excepté peut-être les hôpitaux militaires déployés dans l'est de la France au moment de la première vague de Covid-19. Et surtout, le rapport à la religion s'est inversé. Quand les progrès de la science viennent aujourd'hui au secours des malades, ce sont les projets de Dieu qui, hier, sauvèrent Rennes, puisque l'Église se proposait de traiter les causes profondes de la maladie. Des feux sont allumés au carrefour et des plantes odorifantes brûlées pour purifier l'air. Il n'est pas rare de sentir une odeur de genêt flotter dans l'atmosphère.
Profession à la mode à cette époque, les spécialistes du déserrement se rendent dans les maisons infectées. Un travail à haut risque rémunéré en conséquence. Pour purifier ce mauvais air empli de l'ire divine, les Rennais imaginent également de grandes processions solennelles, au prix donc de grandes entorses à la règle de distanciation. On pourrait penser que le sentiment de la peur a diminué au fil des siècles avec les progrès de la science et de la pensée dite rationaliste. Eh bien, en fait, c'est exactement l'inverse. L'historien Alain Croix souligne. J'ai pu consulter 24 testaments réalisés par des personnes infectées et je n'ai trouvé aucune trace d'angoisse ou de dévotion particulière pour un saint particulièrement protecteur. Certes, ce sentiment existe chez les notables, mais la tolérance à la mort reste beaucoup plus grande qu'aujourd'hui. Imaginez, comme je le proposais au début, 50 000 morts en 2 mois sur le territoire de Rennes Métropole. Ce scénario catastrophe est tout simplement inimaginable. Pour conjurer la peur et perturber le labeur de l'Ankou, les édiles rennaises ont également recours à l'argent. Des chirurgiens sont recrutés dans les maisons de santé contre un salaire faramineux, parfois multiplié par 10, ou contre la promesse d'une maîtrise. La foi est toujours aussi un remède miracle, à l'image de ces moines capucins spécialisés dans l'aide aux pestiférés. Dernier levier d'action, la médecine, malheureusement à 2 vitesses, à l'image du thériaque et du mithridate, 2 contrepoisons efficaces réservés aux nantis. Les plus pauvres doivent se contenter de laxatifs. De manière générale, la peste est un juteux marché, comme le souligne Alain Croix. Les apothicaires ont fait des profits incroyables avec la pharmacopée et je pense que Rennes détient un triste record en la matière. Entre 1624 et 1627, j'ai pu constater des prix 8 fois plus élevés à Rennes qu'à Nantes. Qui a dit que l'argent ne donnait pas de fièvre ? Rennes, en temps de peste, un récit écrit par Jean-Baptiste Gandon. C'était Morgane Soularue. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Raconte-moi Rennes, votre série de podcasts sur l'histoire de notre ville.